Forum franco-africain pour la croissance est ouvert aujourd'hui à Paris. C'était en présence du chef de l'État ivoirien. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une conférence prononcée par le président Alassane Ouattara sur les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. 85 milliards de francs CFA de fausses factures ont été rejetés par l'inspection générale des finances. C'est ce qui ressort d'un audit partiel réalisé sur les passifs de l'État. La Côte d'Ivoire s'active pour la tolérance zéro des mutilations génitales féminines, notamment l'excision. Un atelier s'est tenu sur la question à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre cette forme de violence basée sur le genre, journée célébrée ce vendredi 6 février. Bonsoir à tous et merci de suivre ce 23h. On débute avec l'ouverture aujourd'hui à Paris du Forum franco-africain pour la croissance, forum qui vise à faire le point des relations économiques entre la France et l'Afrique. Près de 500 entreprises françaises et africaines ainsi qu'une cinquantaine de ministres participent à cette rencontre. Certains chefs d'État y sont également présents. Parmi eux, le président de la République, Alassane Ouattara. Au cours de l'événement, le chef de l'État a prononcé une conférence sur les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On fait le point avec notre envoyé spécial à Paris, Abiba Dambéli-Saoui. Selon le président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut bâtir sa stratégie internationale en ignorant l'Afrique, qui représentera un quart de la population mondiale d'ici 2050 et qui affiche depuis 10 ans un taux de croissance supérieur à 5%. Devant cette Afrique qui bouge et un environnement de plus en plus compétitif, les entreprises françaises doivent renforcer leur présence, d'où la création de la fondation Africa France, qui est un espace d'échange ouvert aux responsables politiques et institutionnels, mais également aux chefs d'entreprise. La ministre nigériane de l'économie et des finances, représentant le président Goodluck Ebele Jonathan, a estimé que l'Afrique d'aujourd'hui est différente grâce à la politique économique audacieuse de ses dirigeants. Avant de conclure en ces termes, si nous travaillons ensemble, nous réussirons ensemble, faisant allusion au partenariat économique entre l'Afrique et la France. À son tour, le président sénégalais Macky Sall a réaffirmé la nécessité de moderniser et dynamiser les échanges économiques entre la France et l'Afrique et a plaidé pour la facilitation de l'accès au marché des capitaux. Cette dynamique de croissance engendre d'importants besoins de financement d'infrastructures. Les pays africains restent toutefois handicapés par la rigidité des règles d'accès au marché des capitaux. Le président gabonais Ali Bongo a également salué la volonté commune de dynamiser les échanges entre l'Afrique et la France pour une croissance partagée. Dans notre monde en proie à la volatilité des cours des matières premières, à la fragilité des marchés, à la montée du terrorisme sous toutes ses formes, au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, au fléau du chômage des jeunes, pour ne citer que cela, il nous faut aujourd'hui, plus que par le passé, concevoir ensemble des modèles de développement plus intégrés et plus durables. L'intervention très attendue du Dr Alassane Ouattara, expert de haut niveau en économie, a porté sur le partenariat public-privé adopté en Côte d'Ivoire depuis 1959. Houphouët-Boigny, en tant que ministre sous la 4e République, avait décidé d'un partenariat public-privé avec le groupe Bouygues en 1959, avant l'indépendance, pour fournir de l'eau potable à la ville d'Abidjan. Donc pour nous, le partenariat public-privé n'est pas nouveau et nous considérons que maintenant le continent africain offre des perspectives importantes pour que les entreprises françaises puissent aller dans ce domaine. Les partenariats publics-privés ont fait leurs preuves dans le monde et aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon levier pour accélérer le développement des infrastructures, surtout en Afrique. Ces partenariats offrent une plus grande souplesse des politiques budgétaires. Et ceci permet donc de tirer profit aussi des capitaux et de l'expertise qui sont apportés par le secteur privé.
Alors nous avons noté que la forte croissance que connaît l'Afrique au cours de ces dernières années fait que les besoins d'investissement en matière d'infrastructures seulement sont évalués à 100 milliards de dollars par an. Et en réalité, les ressources publiques intérieures et extérieures ne peuvent fournir que 50% de ce montant. Ceci veut dire que, bien sûr, le partenariat public-privé peut apporter le complément. Et l'Afrique doit combler ce retard si nous voulons parvenir à l'émergence. Le président Alassane Ouattara a invité les investisseurs français à choisir la Côte d'Ivoire. Je voudrais maintenant inviter les entreprises françaises à faire preuve de beaucoup plus d'intérêt et d'agressivité. Car vous savez, ces gens du Fonds monétaire et de la Banque mondiale dont j'ai été insistent sur les appels d'offres et par conséquent, les questions de gouvernance nous obligent à ne pas tenir compte de ce que le cœur nous recommande. Donc, je vous demande de venir nombreux et vraiment de vous intéresser, d'être beaucoup plus présents dans les appels d'offres, car nous savons que ce sont des entreprises de qualité, les grandes comme les moyennes et les petites, et que nous trouvons ici, avec qui nous avons des relations donc, de gestion qui permettent de former nos jeunes. Lionel Gensois a parlé de l'emploi des jeunes, c'est essentiel pour nous. Et les entreprises françaises peuvent nous aider énormément dans ce domaine. Et bien évidemment, avec les taux de croissance dont nous avons maintenant la capacité de réaliser, de 9 à 10%, nous pouvons faire en sorte de réduire très rapidement la pauvreté. Le président français, François Hollande, a fait plusieurs annonces qui vont à coup sûr donner un coup d'accélérateur à la croissance en Afrique. L'Afrique, c'est notre avenir. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus grande progression démographique. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus forte croissance ces dernières années. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui a les potentiels les plus élevés. 70% de la réserve pays émergents sera consommée en Afrique, soit 240 millions d'euros. Deuxième outil, la COFAS. La COFAS est nécessaire, indispensable pour assurer le financement de bon nombre de projets en Afrique. Nous avons décidé, avec le ministre des Finances, de mettre en place une banque de l'exportation d'ici la fin du mois de mars. Ce dispositif concernera tous les pays, tous les secteurs économiques, sans restriction. Et chaque fois qu'il y aura un contrat qui dépasse un certain volume, 100, 200 millions d'euros, alors cette banque rentrera directement en intervention. Mais j'avais pris 2 engagements même. Le premier, c'est que l'Agence française de développement investirait 20 milliards d'euros sur 5 ans en Afrique. Cet engagement sera tenu, strictement tenu, entièrement tenu et commence à être appliqué. 1 milliard d'euros pour les nouvelles technologies, pour la transition énergétique. Eh bien, ce milliard d'euros, non seulement est confirmé, mais il s'ajoute aux milliards de dollars que la France a décidé d'apporter au Fonds vert. Avec ce forum et le lancement de la Fondation Africa France, on peut dire que c'est une nouvelle page des relations économiques qui s'ouvre entre la France et l'Afrique grâce à un partenariat profitable à tous. Pour rappel, donc, près de 500 participants, essentiellement des opérateurs du secteur public et privé, tant africains que français, prennent part à l'événement, qui est une initiative de la Fondation franco-africaine pour la croissance. À l'issue de la cérémonie d'ouverture de ce forum, notre envoyé spécial, Abiba Dambélé-Saoué, a recueilli pour vous les réactions des participants. Cette fondation Africa France vient à point nommé pour redynamiser et renforcer les relations économiques surtout entre la France et l'Afrique. En fait, je pense que c'est une réunion extrêmement importante, un forum de cette nature qui réunit des hommes d'affaires d'Afrique et de France dans un contexte où l'Afrique est en pleine mutation, dans un contexte où l'Afrique a fait un taux de croissance de 5%,
dans un contexte où l'Afrique est devenue un continent émergent, il est évident qu'aujourd'hui, l'Afrique peut constituer pour ce genre pour ce partenariat et pour la France une opportunité qui sort un peu de l'ordinaire. Je trouve la création de cette fondation est une très bonne chose parce que dans toute chose dans la vie, il faut l'accompagnement. Et si elle peut apporter l'accompagnement aussi bien pour les Français qui veulent aller en Afrique que les Africains qui veulent venir en France, ça serait une très bonne chose. La France et l'Afrique partagent une même ambition, c'est-à-dire l'avenir de nos peuples communs et donc pouvoir d'une certaine manière réduire la pauvreté en Afrique et apporter de la croissance en France. Ce forum est extrêmement réussi et qu'il est l'occasion pour les entreprises françaises dont je suis de se retrouver avec des partenariats nouveaux dans un esprit très fraternel et très constructif où la France doit garder, je pense, toute sa place dans cette relation privilégiée avec l'Afrique. Revenons en Côte d'Ivoire où une université verra bientôt le jour à San Pedro, ville portuaire située dans le sud-ouest du pays. Elle sera le fruit d'un protocole d'accord qui vient d'être signé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Eiffage. La signature s'est faite en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ainsi que 3 ministres. La future université va accueillir 3000 étudiants à la rentrée 2016-2017. Christelle Menon. Une première tranche pour accueillir dès la rentrée 2016-2017 3000 étudiants, puis 2 autres tranches de construction qui permettront à la future université de San Pedro d'absorber à terme 20 000 étudiants. La signature officielle du protocole d'accord pour la construction de cette université, une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara, s'est tenue ce 6 février, après des mois de négociations. Prochaine étape, une phase d'études prévue durer 6 mois, avant la signature du contrat de partenariat pour la construction effective, qui devrait débuter fin 2015. L'université de San Pedro, objet de la présente cérémonie de signature de protocole d'accord avec Eiffage, constitue une innovation majeure à travers l'utilisation de partenariats publics et privés pour sa conception, son financement, sa réalisation et son exploitation. Le gouvernement est soucieux d'en faire une expérience réussie pour dégager les perspectives d'un financement privé plus soutenu dans le développement de l'enseignement supérieur public dans d'autres régions donc, du pays. Cette université sera dédiée aux sciences de la mer, à la construction navale, à l'agriculture, à l'agro-industrie, aux ressources halieutiques, aux bâtiments, aux travaux publics et à la logistique. Un autre projet tangible issu du partenariat public-privé qui permettra d'absorber le flux croissant de bacheliers ivoiriens, environ 70 000 chaque année. Je me réjouis particulièrement du fait qu'en plus la construction décentralisée de nouveaux établissements pour augmenter la capacité d'accueil de nos systèmes, le gouvernement a mis à notre disposition les moyens financiers et institutionnels nécessaires pour le développement de l'enseignement à distance. Pour nous, il s'agit de 2 actes de solutions complémentaires qui permettront d'adresser efficacement les questions de la massification et la qualité de nos formations. C'est par ailleurs plus de proximité entre les étudiants et les sites d'enseignement qu'apporte la construction de cette université de San Pedro, à l'instar de tous les projets infrastructurels de l'enseignement supérieur. Le groupe Eiffage, qui envisage une implantation plus durable en Côte d'Ivoire, voit dans ce projet une dynamisation de l'économie locale. Après les réhabilitations des universités d'Abidjan et Bouaké, les extensions de celles de Daloa et Korogo, la construction de l'université de San Pedro précède celle de Mans et Bondoukou. Nous poursuivons avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui était aujourd'hui dans les locaux de l'Inspection générale des finances. Une visite pour se rendre compte des réalités de cette structure du ministère de l'économie et des finances, mais aussi pour tenter d'apporter des solutions aux difficultés que rencontre l'Inspection générale des finances. Hamza Diaby. Inspection générale des finances, IGF, structure de promotion de la bonne gouvernance économique et financière de proximité. Ces 4 dernières années, elle a contribué à travers ses activités à la mise en œuvre des actions du programme de travail gouvernemental relatif au soutien à la relance économique, à l'amélioration de la gestion budgétaire et au renforcement de la gouvernance économique et financière. Rattachée depuis décembre dernier au cabinet du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, l'IGF a reçu ce vendredi la visite du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan.
La visite que j'effectue aujourd'hui à l'Inspection générale des finances s'inscrit dans le cadre du contact direct que j'ai décidé d'établir avec les services en charge de l'économie, des finances et du budget pour partager les principaux enjeux ainsi que les difficultés liées à la conduite de leur mission. À l'issue de cette visite, des solutions pragmatiques et innovantes devraient pouvoir être dégagées afin que l'Inspection générale des finances puisse jouer pleinement son rôle d'acteur de la saine gestion des finances publiques et de promotion de la bonne gouvernance économique et financière. Je voudrais rappeler que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, attache une importance particulière à ces valeurs qui sont indispensables pour la réalisation de sa vision, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour la transparence et la rigueur, le gouvernement a décidé de faire de l'optimisation de la dépense publique son credo. Et justement, l'Inspection générale des finances a une mission, celle de traiter les passifs de l'État, c'est-à-dire les dépenses engagées sans couverture budgétaire. Il ressort d'un audit partiel de ces passifs que 85 milliards de francs CFA de fausses factures ont été rejetés par cette structure du ministère de l'Économie et des Finances. Adama Koni. Administration stratégique dans le dispositif de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, l'Inspection générale des finances se rapproche de tous ceux qui sont en relation d'affaires avec l'administration publique. Nous sommes une structure de gouvernance de proximité. Nous travaillons en étroite collaboration avec les inspections sectorielles des deux ministères, le ministère chargé du budget et le ministère chargé de l'économie et des finances. Nous sommes une structure ouverte aux usagers de l'administration publique, aux opérateurs économiques, pour recevoir leurs plaintes, leurs récriminations et pour pouvoir les aider. Et nous pensons qu'un opérateur économique qui a bien travaillé pour l'État, qui a permis à l'État d'avoir une plus-value, qui a construit une bonne école, qui a construit un bon dispensaire, mérite respect. L'Inspection générale des finances vient de boucler l'audit de plus de 170 milliards de francs CFA de passifs. 85 milliards de francs CFA ont été identifiés comme des dettes fictives. On parle d'arriérés quand l'État ne paye pas la dette dans les 90 jours. Mais toujours est-il que reste à payer, c'est la même chose, c'est-à-dire que le cheminement a été fait, les procédures budgétaires ont été respectées. Mais par contre, les passifs, ce sont des dépenses publiques anormales. Parce que ce sont des dépenses qui ont été faites en infraction, je préfère dire en infraction, des procédures budgétaires, les dépenses anormales que nous appelons dépenses publiques toxiques. Lors de sa conférence du 29 janvier dernier, le Premier ministre avait laissé entrevoir le sort des fonctionnaires coupables de dépenses non budgétisées. Les fonctionnaires qui sont fautifs, s'ils sont dans la fonction publique, feront l'objet de sanctions. L'Inspection générale des finances, gendarme de la gestion des deniers publics, est plus que jamais engagée à faire en sorte que l'État ne paye que la juste dépense, la bonne dépense et la vraie dépense. Avant de poursuivre, je vous lis ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et de la Direction générale de la police nationale. La police nationale a enregistré plusieurs cas de perte de téléphones portables, soit au cours d'agressions, vol à main armée, soit par pure perte. Les enquêtes policières y relatives se heurtent à des difficultés car les victimes ne sont pas en mesure d'identifier leur téléphone. Le directeur général de la police nationale invite tous les détenteurs de téléphones portables à identifier leurs appareils en composant les codes suivants étoile dièse 06 dièse. Il les invite par ailleurs à donner cet identifiant à chaque déclaration de vol d'appareil dans les commissariats de police, signé par le directeur général de la police, Bredou Mbia. Un mot d'éducation, la date butoir pour la validation des candidatures au BEPC et au bac session 2015, c'est le 15 février prochain. L'information a été donnée par le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Moussa Konati. Le délai de validation des candidatures pour les examens du BEPC et du baccalauréat est fixé au 15 février 2015. L'annonce a été faite par la direction des examens et concours DECO.
Une date butoir arrêtée après plusieurs reports. Le processus a normalement commencé le 13 octobre pour nous prendre fin légalement le 12 décembre. De 12 décembre 2014 à fin décembre 2014, par la suite à fin janvier 2015. Ces dates d'inscription ont été repoussées ainsi. Un courrier urgent est parti vers les DREN pour leur dire que la date de validation des inscriptions est fixée au 15 février 2015. Selon la DECO, le respect de ces délais permettra de mieux planifier l'organisation des examens. Parce qu'il y a un processus. Les inscriptions, c'est uniquement pour la DECO rassembler tout un ensemble de chiffres de candidats dont nous allons gérer pendant le déroulement des examens. Donc après ce point statistique issu des inscriptions, il y a tout le processus d'organisation, de déroulement qui s'enclenche. Donc les chiffres fiables, pour des commandes fiables et justes. Donc c'est tout cela qui part des statistiques d'inscription que nous allons avoir. Mais à les avoir très tard, c'est dire qu'on ne pourrait pas faire les examens, on ne pourrait pas organiser les examens dans le temps imparti. Or, nous sommes obligés d'organiser les examens dans le temps qui est imparti. 15 février 2015. Celui qui n'est pas dans ce lot, il attend l'année prochaine. Aucun retard ne sera toléré. Les candidats retardataires aux examens du BEPC et du baccalauréat sont donc prévenus. Et toujours en éducation, on s'intéresse à cette levée de mot d'ordre de grève des enseignants du privé laïque. Réunis au sein du Cinéplacy, le syndicat national des enseignants du privé laïque, ils observaient un mouvement de débrayage depuis le 2 février. Mouvement de débrayage qu'ils ont décidé de suspendre après 2 rencontres avec la tutelle. Jean-Louis Gbangbo. Depuis le 3 février 2015, les enseignants et les personnels du privé laïque sont en grève illimitée sur tout le territoire national pour des raisons essentiellement salariales, notamment le non-paiement par l'État des 4 mois de spéciale d'évaluation, le blocage de nos salaires depuis 20 ans par le refus des fondateurs de répercuter sur ces salaires les 5 augmentations de salaires décidées par le gouvernement, dont la dernière est celle induite par le changement du SMIC de novembre 2013. Le refus d'appliquer dans nos écoles les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et pédagogiques. Une délégation du Cinéplacy a été reçue par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à son cabinet le mercredi 4 février 2015 à 17h. Le jeudi 4 février 2015, une rencontre de conciliation a eu lieu à la Direction générale du travail, présidée par Madame la directrice elle-même, entre la FENACEPSI et les patronats que sont la FENEPLACY, l'ANESPLACY et la DENEC. Ces 2 rencontres ont abouti également à la levée du mot d'ordre de grève de la FENACEPSI du 3 février 2015. En conséquence de tout ce qui précède, au nom du Bureau exécutif national du Cinéplacy, dont je suis le secrétaire général, et au nom du Bureau exécutif national de la FENACEPSI, dont je suis le président, je demande à tous les enseignants et tous les personnels du privé laïque et confessionnel de reprendre les cours dès le lundi 9 février 2015 à 7h30. Vous venez donc d'écouter le secrétaire général du Cinéplacy et ses propos ont été recueillis par Jean-Louis Gbangbo. La journée d'hier marquait la 2e phase de l'opération Abidjan Ville Propre. Cette opération consiste à débarrasser la capitale économique des réalisations anarchiques implantées sur les voies publiques. Le coup d'envoi de cette activité, qui va durer jusqu'au 22 mai prochain, a été donné jeudi dans la commune de Cocody. Hugues Hervé-Bly. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable ne veut plus d'occupation anarchique des emprises des voies publiques dans le district d'Abidjan. Ce jeudi a été donné le top départ de l'opération de déguerpissement des occupants illégaux de ces emprises. Exactement, il s'agira de déplacer ou démolir quand c'est nécessaire les installations que certaines personnes, généralement des commerçants, ont placées sur le domaine public qui créent l'insalubrité, qui créent le désordre. Surtout les installations qui sont sur les caniveaux, qui bouchent les caniveaux et qui entraînent aussi les inondations
dans la période de pluie, d'ailleurs qui vient de commencer. Les commerçants ont été informés et cette opération même est organisée en collaboration avec les mairies et en collaboration avec le district autonome d'Abidjan. Il y a eu des grincements de dents à Cocody dans les environs du CHU. Prétestant n'avoir reçu aucune mise en demeure, les commerçants ont même tenté de s'opposer à leur déguerpissement en refusant de laisser passer les opérateurs de la salubrité. Rien n'a pu freiner la détermination du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qui souligne avoir respecté la procédure requise en matière de déguerpissement. L'opération de déguerpissement qui commence par Cocody, Yopougon et Adjamé va au final toucher l'ensemble des communes du district d'Abidjan. Toutes sont en effet concernées par l'opération Abidjan Ville propre dotée d'un budget de 2,2 milliards de francs CFA par le chef de l'État. À l'initiative de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, les maires ivoiriens ont pris part à un séminaire. La rencontre a porté sur la participation des populations dans la gestion des affaires locales. Et c'est la salle de conférence du port autonome d'Abidjan qui a accueilli ce séminaire autour du thème « Planifier et gérer ensemble le développement de nos communes, le budget participatif ». Moussa Konaté. Comment planifier et gérer ensemble le développement des communes? La question est au centre des réflexions de ce séminaire de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Il s'agit de créer un cadre d'échange entre les maires de Côte d'Ivoire sur la participation des populations dans la gestion des affaires pour le développement de la commune. On ne peut pas faire le bonheur des populations à leur absence. Il faut donc que tout le monde, chacun soit informé et impliqué dans la gestion de nos communes. C'est pour cela que ce séminaire se veut un cadre de sensibilisation des maires. Les populations sont au cœur du développement de la localité. Elles doivent donc prendre part aux actions initiées par les autorités municipales. On reçoit des critiques des populations parce qu'elles ne savent pas d'abord comment fonctionne un conseil municipal. Et deuxièmement, nous prenons souvent des décisions qui ne correspondent pas aux attentes des populations. Et nous espérons sortir de ce séminaire avec suffisamment de capacités pour pouvoir confectionner des budgets qui répondent aux attentes des populations. En ce qui nous concerne à Yamoussoukro, cette stratégie est déjà qu'on appelle mise en œuvre. Cependant, il y a certains détails qui nous ont été donnés qui méritent donc d'être su et donc d'être mis en place pour mieux servir nos populations. L'exercice d'un mandat municipal est pour le peuple. Le peuple commence au début et le peuple est à la fin. Donc nous devrons faire en sorte que le peuple soit au milieu, pour ne pas que nous occultons la place du peuple dans ce qui lui appartient au début. Ce séminaire se tient du 6 au 7 février 2015. Il sera également marqué par la première assemblée générale de l'UVICOSI au titre de l'année 2015. Ce vendredi 6 février, le monde entier a célébré la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines ou MGF. L'événement a été marqué en Côte d'Ivoire par la tenue d'un atelier au cours duquel plusieurs recommandations ont été faites pour la tolérance zéro à cette forme de violence basée sur le genre. L'accent a été mis sur l'excision pratiquée sur 38% des femmes dans le pays. Ami Koulibaly. Toutes les 20 secondes, une jeune fille est excisée dans le monde. Et chaque année, ce sont 3 millions de filles qui sont excisées. Il est temps de mettre fin à cette pratique qui, selon les experts, est une violation des droits humains. En tout cas, l'imam Cissé Djigiba, Anne-Désirée Ouloto et la vice-présidente de l'Assemblée nationale entendent atteindre l'objectif tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Aucune croyance, coutume ni tradition ne devrait autoriser que des fillettes, des jeunes femmes en âge de procréer soient soumises à ces traitements dégradants, bien souvent source de traumatisme. Agissons ensemble et maintenant pour la tolérance zéro. Ou, comme l'a dit Madame la première vice-présidente, stop aux mutilations génitales féminines. Par ailleurs, les travailleurs sanitaires sont sollicités en vue de leur implication dans la lutte contre l'excision.
Au sortir de l'atelier sur les mutilations génitales féminines, les participants recommandent entre autres le renforcement des mécanismes juridiques et judiciaires de lutte contre les mutilations génitales féminines, la mise en place d'un programme national de lutte contre les mutilations génitales féminines, la vulgarisation des lignes vertes du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le 800 00 800 et le 116. Et c'est ici que s'arrête cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1.